Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce live interview. Bonjour Mike, bonjour Sweeta, bonjour les lurkers, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce live spécial interview. Comme vous pouvez vous en douter, c'était un moment fort qui allait forcément arriver durant le week-end. On m'a cette année encore donné l'occasion de pouvoir interviewer la structure pour laquelle on organise cet événement. Enfin, quand je dis on, c'est Virtuel Solidaire, Edel, Néon, Atomic Braven, et merci du follow de mon cher Mike. Dans tous les cas, effectivement, ça va être un petit moment de discussion détente. On va essayer de parcourir pas mal de choses sur la personne avec qui je serai en interview. Bien sûr, si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser, je la garderai pour un moment ou un autre. Donc là, bien sûr, je ferai et bien sûr, évidemment, toutes les questions qui seront vraiment insultantes ou autres, c'est non, hein, bien entendu. Mais dans tous les cas, on va pouvoir commencer. Je mets le son du Discord suffisamment bien. On se déplace sur la scène. Et voilà, nous sommes désormais en live. Bonjour mon cher Louini. Salut. Donc, Louini, tu travailles pour l'Oxfam. Tout à fait. Et déjà, merci d'avoir accepté d'être interviewé, même si tu as été, il se peut peut-être prévenu un petit peu hier, si j'ai bien compris. Non, j'avais l'info avant et moi j'en profite pour te remercier toi et merci tout le monde chez Virtuel Solidaire. C'est trop cool ce que vous faites. J'ai suivi j'ai commencé à suivre hier soir et j'ai suivi un peu aujourd'hui et c'est ouf ce que vous êtes en train de faire. Là, si je dis pas de bêtises, on va passer les 4000, au moins les 4000 ensemble, non? Alors, il se pourrait que les 4000 soient passés pendant qu'on discute, hein, si jamais c'est passé pendant qu'on discute, je pense que non, j'espère qu'on pourra. Je te proposerai qu'on aille sur le serveur de Virtuel Solidaire pour qu'on aille crier ça joyeusement comme il le faut. Ça marche. Mais voilà, dans tous les cas, oui, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. C'est vrai que c'est toujours très bien d'avoir un moment de discussion avec les associations qu'on soutient, parce que très souvent c'est parfois difficile d'avoir une vision de la cause qui est portée, et surtout des actions qui sont menées. Donc qui de mieux qu'une personne qui va regarder un petit peu ce qui se passe sur le terrain, et ou en parler aussi, que ce soit en France ou ailleurs, que une personne qui travaille à l'Oxfam, tout simplement, qui peut parler de ces causes-là. J'espère apporter un peu le plus possible de l'éclairage et vous partager tout ce qu'on fait, ce à quoi ça va servir, tous les dons, etc. C'est l'objectif. Merci beaucoup. Alors, je vais te laisser quand même te présenter un minimum en te donnant un nom, prénom, nom, prénom et ce que tu fais à Oxfam pour le public, pour qu'ils aient quand même une petite idée avec qui ils vont parler enfin, avec qui ils vont interagir durant cette interview. Ouais, pas de souci. Donc, je m'appelle Louis-Nicolas Jandot. Tout le monde me surnomme Louini en interne, donc c'est pour ça on m'appelle Louini. Je suis responsable plaidoyer campagne chez Oxfam France. Quand on parle de plaidoyer, on entend c'est tout ce qui va viser l'influence des décideurs, qu'ils soient politiques, qu'ils soient économiques, afin de les influencer vers des décisions qui vont dans l'intérêt général à nos yeux.
Et la campagne, c'est plutôt l'influence pour sensibiliser le grand public, mobiliser le grand public sur certaines causes, etc., etc. Et donc moi, je suis responsable plaidoyer campagne sur les sujets humanitaires et développement. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais grosso modo, c'est moi chez Oxfam France qui traite des sujets internationaux au sens assez large quand il y a des crises en lien avec la pauvreté ou des crises humanitaires, etc. C'est moi qui travaille là-dessus chez Oxfam. D'accord. Donc désormais, vous avez une idée du rôle qu'il a dans l'association Oxfam France. Attention, car je parle bien d'Oxfam France, hein. Il y a plusieurs antennes, que ça soit en Angleterre ou par exemple en Afrique aussi, si je dis pas de bêtises. Ouais, tout à fait. On est en fait Oxfam, c'est présent dans 85 pays dans le monde. Et en fait, il y a initialement Oxfam, c'est britannique, ça a été créé pendant la Seconde Guerre mondiale. On pourra revenir si jamais ça intéresse sur un peu l'histoire et tout. Mais donc initialement pendant la Seconde Guerre mondiale pour faire face aux famines, ça voulait dire le comité d'Oxford contre la famine, Oxfam, ça vient de Ok. là, Oxford et famine. Euh, et donc voilà, avec le temps, c'est devenu une ONG, une des plus grandes ONG du monde sur le terrain. On a plus de 10 000 salariés dans le monde, donc c'est vraiment énorme. L'ultra majorité de ces salariés, c'est des salariés donc sur le terrain qui mettent en place des programmes humanitaires, des programmes de développement ou des programmes d'influence aussi dans les pays où on intervient. Et donc on est présent sur tous les continents et on est présent dans plus de 35 pays d'Afrique, en effet. Et très souvent, je le dis dès maintenant pour un peu aussi présenter l'organisation et comment on fonctionne. Je pense que c'est important dans un événement comme ça. L'ultra majorité, pour pas dire la totalité de nos équipes, par exemple dans les pays d'Afrique en question, c'est des personnes qui viennent du pays en question. C'est des locaux, c'est pas des expatriés. Parce que ça va avec une croyance profonde chez Oxfam bah, en fait, on n'a pas besoin d'Européens qui viennent régler les problèmes et se cassent. On a vraiment une vision un peu plus long terme, en convaincu que l'expertise, en fait, elle est partout et qu'il faut en profiter partout. Et dans tous les pays où on intervient, on a aussi un bureau pays qui va décider lui-même des actions dans ce pays, qui va décider sur quel sujet, par exemple, on va faire de l'influence vis-à-vis du pouvoir public dans le pays en question, etc. Donc voilà, Oxfam France est une des antennes de cette grande organisation qu'est Oxfam. Évidemment, on travaille tous en collaboration, mais voilà, on travaille beaucoup avec nos collègues africains qui travaillent sur les sujets qui nous intéressent aujourd'hui. En tous les cas, c'est vrai que ça va être quelque chose de très intéressant. Revenir là-dessus. Il y a effectivement beaucoup de choses à voir à ce niveau-là parce que évidemment, ça va pas mal de situations différentes, pas mal de visions uniques concernant chaque lieu. Mais tout d'abord, en parlant de vie, c'est par parler de ta vision et savoir, pardon, et savoir déjà comment tu as découvert Oxfam, tu as voulu t'engager. Ben, moi j'ai un parcours, pour me présenter un peu plus en détail, j'ai 28 ans aujourd'hui. Et j'ai un parcours qui est initialement en fait j'ai fait des études sur les sujets, j'ai fait des études en sciences politiques initialement, et en faisant ces études de sciences politiques à l'époque, en fait j'ai toujours eu envie de travailler sur ces questions de développement international, humanitaire. J'étais très attiré par voilà, comment parvenir, on va dire, à unifier un peu le niveau de développement à travers le monde, etc. Donc j'ai fait ces études de sciences politiques
en étant attiré par le milieu des ONG, mais aussi certaines institutions internationales comme l'ONU, etc. En sortant après mes études, donc comme tout le monde, il y avait un enjeu de ramener la nourriture à la maison. Donc j'ai pris un taf, j'ai travaillé à l'Assemblée nationale, à la commission finances de l'Assemblée nationale. Et le temps passant, j'ai un jour découvert un emploi qui se libérait dans une autre ONG. Je me suis dit que c'était l'occasion, c'était sur du plaidoyer, donc c'est de l'influence politique, d'une certaine façon, de plaidoyer. Donc je me suis dit, en fait, je peux vraiment apporter mes compétences à l'ONG en question. C'est comme ça que j'ai réussi à rentrer dans le monde des ONG, sur des questions de faim, déjà à l'époque. Et ensuite, le temps passant, j'ai vu une opportunité chez Oxfam. C'était une organisation que j'aimais beaucoup pour certaines des raisons que j'ai déjà évoquées. Le côté, en fait, on travaille en collaboration avec des partenaires dans les pays, avec des collègues qui viennent de ces pays. Voilà, une approche qui est très horizontale, qui est hyper intéressante et qui n'est pas le cas dans toutes les organisations. Je le dis de manière assez franche. Et donc voilà, j'aimais beaucoup Oxfam, j'aimais beaucoup ce sur quoi il travaille parce que Oxfam, ça a une vision qui est hyper intéressante, je trouve. C'est que on n'est pas juste une ONG on doit aider à faire face à la crise de la faim dans le monde, point. On apporte de la nourriture sur place et basta. On a vraiment une approche qui est beaucoup plus globale, où on réfléchit, on va dire, le monde dans sa totalité. On va voir qu'il y a des décisions politiques qui sont prises au plus haut niveau international. Et en fait, ces décisions politiques, elles vont avoir des impacts sur des pays. Et ces impacts dans ce pays vont avoir des impacts sur telle ou telle communauté dans ce pays, et qui donc, in fine, va avoir un impact sur Madame X, Monsieur Y, et donc en fait, de voir que la crise alimentaire dont on parle aujourd'hui, en vrai, elle a aussi des raisons ou des solutions qui peuvent être prises à des échelles plus politiques, sur des sujets qui ne sont pas directement liés, sur des sujets, par exemple, de finances internationales, etc., etc. Et cetera. Et ça, c'est très cool chez Oxfam d'avoir cette lecture qui, à mes yeux, est vraiment complète, et ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'organisations. Et ça, je trouve ça vraiment super de pouvoir s'investir comme ça. Donc voilà, dans les grandes lignes, pourquoi Oxfam? C'est aussi, encore une fois, une très belle organisation de terrain. Enfin, c'est une très grande organisation de terrain qui intervient partout, donc ça joue aussi. Ok, ok, je vois un petit peu. Donc oui, effectivement, tu connaissais déjà Oxfam par ses actions avant que tu te travaillais pour la structure, mais c'est vraiment Ouais. après où tu as commencé à travailler un petit peu, tout travail de plaidoyer, et après que tu es entré dans la partie ONG de ce... Tu as vraiment commencé à se lier un petit peu avec ta vision du monde et avec ce que tu veux faire et ce que tu étudiais pour. Ouais, complètement, complètement. C'était un désir que j'avais depuis longtemps, et des opportunités se sont présentées, et Oxfam maintenant, ça fait longtemps que je travaille pour Oxfam, ça fait plus de 5 ans. Donc j'ai pu aussi évoluer en interne, travailler sur des sujets différents, avec des collègues différents, dans des pays différents. Donc ça, c'est vraiment cool. Et ouais, ouais, en effet, mes études sont plutôt cohérentes avec le poste que j'ai aujourd'hui. Ok, ok. Alors dans ce cas, la première question qui me vient à l'esprit, ça va être, est-ce que tu te souviens de ton premier travail à Oxfam? Qu'est-ce que ça a été ton premier projet sur lequel tu as bossé et sur lequel tu as eu... voyez comment ça fonctionnait vraiment? Ouais, ouais, je m'en souviens assez bien parce que en fait, c'est vraiment,
comme je disais, donc j'ai travaillé pendant quelques temps à l'Assemblée nationale, à la commission finances de l'Assemblée nationale. Et en fait, l'offre qui paraît chez Oxfam, c'était une offre très spécifique au début. C'était sur du plaidoyer, donc de l'influence sur la loi de finances française, via Oxfam France. Et en fait, l'objectif, c'était de veiller à ce que le budget français consacre une partie qu'on considère suffisante à la solidarité internationale. En gros, tous les pays riches du monde, ils ont une petite part de leur budget, on parle vraiment d'une petite part hein, de leur budget, mais qui est consacrée à la solidarité internationale, qui doit servir à développer les pays les plus pauvres. Ça s'appelle l'aide publique au développement. Donc c'est le nom de ce budget en question. Et en gros, à l'époque où moi je suis recruté chez Oxfam, la France était vraiment un très mauvais élève, comme on dit au niveau international là-dessus. C'était Ouais. vraiment, ouais, c'était un mauvais élève. On était pas du tout au niveau. Enfin, il y avait des pays, genre le Luxembourg fait plus que nous. Quand je dis, pas pour Ah oui, critiquer le non, ça, Luxembourg, hein, je dis juste, non, c'est juste, c'est pas la même c'est- échelle, quoi. ouais, bah déjà, quand on dit juste le Luxembourg fait mieux que toi sur certains trucs, tu vois facilement les choses, tu revois facilement les... C'est clair. Et donc voilà, donc en gros, moi j'avais été recruté sur une mission spécifique de travailler sur la loi de finances française pour que la France fasse plus pour la solidarité internationale, en gros. Donc c'est mon premier travail. Et ce qui était plutôt cool, c'est que vu que je venais de l'Assemblée nationale, que j'avais travaillé en commission des finances, je connaissais un peu les rouages. Et, et voilà, en fait, il fallait mobiliser certains parlementaires. Sachant que nous, on est convaincus, ce sujet à minima, c'est ça qui est plutôt intéressant aussi sur les sujets internationaux, Mhm. c'est qu'ils sont entre guillemets moins clivants que d'autres. Ou typiquement sur ce sujet d'aide publique au développement, en fait, c'est tout l'échiquier politique peut se sentir concerné, peut se mobiliser et tout. Et donc l'objectif, c'était de réussir à mobiliser certains parlementaires qui s'accordent sur notre constat de, bah, en fait, on fait pas assez et que par conséquent, ils puissent, eux, pousser au niveau de l'Assemblée pour augmenter le budget de la solidarité internationale. Et donc à l'époque, moi j'avais entre autres travaillé sur une analyse des budgets français pour la solidarité internationale, justement en comparant avec d'autres pays, en regardant quel pays, en fait, dans quel pays on envoyait plus d'aide, pourquoi on envoyait plus d'aide dans tel pays et pas dans celui-ci, etc., etc. Donc voilà, c'est mon premier souvenir et ma première vraie compréhension de OK, Oxfam, on travaille sur des sujets qui sont aussi, on va dire, flous que Allô? Ah, allô? ma D'avant, première vraie rencontre avec Oxfam. voilà, on t'a perdu pendant un petit instant. Ah Il y a mince. eu- mais là, c'est bon, c'est revenu. OK. Ah oui, Non tout mais est bon. voilà, je dis parfait. Mais oui, comme tu disais, c'était le vrai premier travail où tu as compris que c'était du coup un sujet où même les sujets traités par Oxfam, ça pouvait toucher à autant du concret sur les lieux mêmes que du Ouais. moins concret avec justement ces analyses. Ouais, complètement. C'est tout à fait ça. De voir en fait l'impact, quoi. C'est vraiment, on parle de l'effet papillon. C'est un peu un effet papillon inversé, on va dire, là où on a, comment dire, nous en France, enfin voilà, forcément on connaît notre gouvernement, on sait qu'il y a un budget en France, mais en fait on sait pas forcément qu'il y a une toute petite partie de ce budget. Quand je dis toute petite partie, c'est 0,5%, hein, c'est vraiment tout petit. Mais cette petite partie de budget, elle est utile à la solidarité internationale. Et vu qu'elle est utile à la solidarité internationale, elle va avoir des effets positifs sur
des agriculteurs dans l'Afrique de l'Ouest, sur des femmes en Asie, etc., etc. Ok, ça. D'avoir terminé l'explication sur ça, c'est vrai que ça a l'air. On sait pas. En fait, la première chose, c'est que on sait pas forcément très bien à quel point il y a une implication et où il y a une implication pour les associations caritatives, car très souvent, quand il y a une action à l'étranger, on ne sait pas pourquoi il y a eu cette action à tel moment. Des fois, il y a des crises Mm. qui sont majeures et on peut comprendre l'urgence. Mais des fois, il peut y avoir aussi d'autres actions qui sont. Et là, c'est plus une question qui peut être amenée, la question de pourquoi justement ce sujet est décidé d'être traité maintenant plutôt que un peu plus tard. Mm. Bah, là-dessus, en fait, c'est super compliqué à dire. Enfin, non, c'est pas compliqué. Nous, notre travail, quand je dis nous, vraiment, je parle de toute la grande famille Oxfam à travers le monde. Mais un peu notre travail de base, c'est de parvenir à alerter sur certaines situations, de dire, ben voilà, ici, on est dans une situation qui est très très grave parce que on n'a plus accès à l'eau, par exemple, dans telle région de tel pays. Mais le problème, c'est que on vit dans un monde qui est on est très dépendant, nous, ONG, mais pas que, hein, parce qu'en vrai, il n'y a pas que les ONG qui vont faire des actions sur le terrain. Il y a aussi les Nations Unies, il y a aussi enfin, voilà, certains pays directement qui vont faire des actions dans des pays qui en ont besoin. Et, euh, et en fait, des fois, bah, voilà, typiquement, et la crise qui nous réunit aujourd'hui, qui est la crise de la faim au Sahel, donc en Afrique de l'Ouest, et dans la Corne de l'Afrique, donc en Afrique de l'Est, cette crise, en vrai, je pense qu'on demande au chat, il y en a enfin, très peu de gens en ont entendu parler avant aujourd'hui, ou alors on en a entendu parler, c'est un peu dans l'imaginaire, quoi, de toute façon, ces pays, il y a toujours eu la faim, il y aura toujours la faim et ça sert à rien. Et donc nous, on est dans des situations où c'est très très compliqué de faire exister ces crises, sauf que si on fait pas enfin, si on fait pas exister médiatiquement dans le grand public ces crises, bah, en fait, on n'arrive pas à collecter. Les pays les plus riches, les dirigeants internationaux ne s'y intéressent pas. Et donc la crise, elle va perdurer, elle va s'aggraver, et de petit à petit, ce sera de pire en pire. Donc c'est une première chose. Nous, on est dépendant de ça, et c'est un peu notre premier rôle, c'est de parvenir à nos équipes terrain qui sont sur place, nous dire, ben voilà, en ce moment, euh, le contexte sur tel sujet, il s'aggrave beaucoup, beaucoup. Euh, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est qu'encore une fois, on a la chance d'avoir des équipes partout dans le monde qui connaissent parfaitement bien leur, leur contexte, on va dire, qui connaissent super bien leur pays, le système, enfin voilà, qui connaissent très bien leur pays, et donc qui vont pouvoir nous, qui vont pouvoir, au sein d'Oxfam, influencer le côté, bah, aujourd'hui, on a besoin d'une réponse d'urgence sur tel sujet, on a besoin d'une réponse de long terme sur tel sujet, et donc, vu qu'on est une grande, nous on parle de confédération, vu qu'on est une grande organisation avec plein d'entités, on arrive à s'organiser tous ensemble pour mettre nos forces, le plus possible nos forces dans la même direction. Et par exemple, là je rentre vraiment un peu dans la cuisine Oxfam, et c'est peut-être trop flou, mais je le dis parce que je trouve ça intéressant. Quand on a une crise comme la crise de la faim au Sahel et dans la Corne d'Afrique, en fait, comme je le disais, Oxfam, c'est une très vieille organisation, ça date de la Seconde Guerre mondiale. Donc on a l'habitude des contextes de crise, et c'est assez horrible, mais en fait on est obligé de hiérarchiser, de catégoriser plutôt euh, d'un point de vue gravité de la crise, en mode, bah voilà, là, on est vraiment dans une crise tellement grave, il faut que tout le monde se mobilise
pour répondre à cette crise. Et typiquement, c'est ce qui se passe avec la crise dans la Corne de l'Afrique et au Sahel, où on l'a catégorisé Cat 1, c'est le langage chez nous, ça veut dire catégorie 1, et donc c'est le plus haut niveau. Et donc, ce qui veut dire que tous les Oxfam du monde, tous les bureaux pays dans le monde, sont censés se mobiliser pour aider à répondre à cette crise. Donc nous, en France, on fait de la collecte sur le sujet et vous participez à ça et c'est vraiment génial ce que vous faites là-dessus. On fait de l'influence, on va voir le gouvernement français pour leur dire, mais en fait, là, il y a une crise qui est terrible, tout le monde s'en fout, alors que la situation, elle s'aggrave, elle s'aggrave, elle s'aggrave. On a besoin de financement. Il faut que la France mette la main à la pâte pour répondre à cette crise. Quand on fait ça, on ne dit pas faut financer Oxfam pour répondre à cette crise. On dit vous, en tant que France, faut injecter des financements dans ces pays. Il faut aller influencer au niveau des Nations Unies pour mettre plus de force dans la bataille, etc., etc. Et typiquement, ça, c'est un truc qui a plutôt bien fonctionné récemment. C'est que sur cette crise de la faim, on a mis en place une pétition sur lesquelles les gens, enfin n'importe qui pouvait signer cette pétition. Et dans cette pétition, en fait, on appelait la France à doubler son aide humanitaire pour envoyer suffisamment d'aide dans les pays concernés par cette crise de la faim. Et ça a fonctionné. On a plusieurs milliers de personnes qui ont signé cette pétition. Nous, ça nous a permis de montrer que le sujet était d'importance et intéressait. Et donc, la France a récemment annoncé qu'ils allaient doubler leur aide humanitaire, ce qui est super positif. D'accord. Et une bonne nouvelle à ce niveau-là que l'aide apportée soit faite. Et effectivement, quand tu parles de Cat One, est-ce que par pur hasard, au cours des dernières années, la situation irait dans plus de régions que prévu? Ouais, forcément. Objectivement, je pourrais pas dire si, euh, si on a plus de Cat One aujourd'hui qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans, etc. En vrai, c'est difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, on connaît des crises qui sont d'une gravité sans précédent. Et, euh, et je dis ça, c'est pas du tout pour faire un discours un peu larmoyant, pour mobiliser plus de gens, parce que des fois les ONG le font, aller à fond sur la carte de c'est horrible ce qui se passe, tout le monde va mourir, vite c'est horrible. Mais aujourd'hui, ouais, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une réalité, et typiquement cette crise de la faim au Sahel et dans la Corne de l'Afrique. Quand on regarde les statistiques, on a la chance aujourd'hui quand même d'avoir des statistiques un peu fiables partout dans le monde, sur plein de sujets différents. On a la chance d'avoir des moyens scientifiques beaucoup plus développés, et typiquement sur les enjeux climatiques, on arrive à mieux mesurer certains impacts, etc., etc. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, au Sahel et dans la Corne de l'Afrique, les deux crises la crise de la faim dont on parle, c'est la pire crise humanitaire depuis 1945. Euh, c'est pas nous qui le disons, en plus, c'est pas Oxfam qui le dit, c'est le directeur du Programme alimentaire mondial, donc qui est une agence internationale indépendante, etc. Et donc voilà, on sait qu'on est face à la pire crise humanitaire depuis 1945. Encore une fois, c'est d'autant plus surprenant que personne n'en parle. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, on est vraiment face à des crises qui sont d'une gravité rare. On en parlera peut-être, mais qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, c'est pareil. On est dans des situations de notre vivant, on va dire, du vivant d'Oxfam dans ces pays. En fait, on est dans des situations qu'on n'a jamais connues. Donc voilà, je serais incapable de dire s'il y a plus de crises qu'avant. Il y a forcément plus de crises à cause des différents impacts du climat, etc. Ça s'accélère, ça c'est une Oui, évidence. ça Mais évidemment. après, est-ce que c'est... Voilà, il y a quand même eu... en vrai, il faut le dire aussi, quand des fois les gens disent ça sert à rien de donner parce que
De toute façon, c'est toujours la même chose, c'était pareil il y a 40 ans, et cetera. C'est pas vrai parce que justement, quand on regarde, certains statistiques, la Banque mondiale, et tout, ils mesurent la pauvreté dans le monde et typiquement la pauvreté dans le monde, elle a reculé et elle a été divisée par 2. Elle a été divisée par 2 entre les années, 60 et 2010. Donc c'est la preuve que en vrai, il y a des choses qui fonctionnent, que c'est pas toujours pareil, il y a des pays qui se sont développés, à fond, il y a des endroits où il y avait des famines où il y en a plus aujourd'hui. À l'inverse, il y a des endroits où il y avait pas du tout de famine, où il y avait pas de catastrophe climatique et maintenant on les voit qui se multiplient. Donc c'est un peu kiff-kiff, mais voilà, c'est aussi pour, avoir un Oui, peu optimisme là-dedans. c'est pour essayer d'équilibrer un petit peu et montrer qu'il y a aussi eu un avancement sur les actions menées. Donc je pense qu'on va en revenir juste après sur là, justement, faire en sorte de voir un petit peu les actions que Oxfam ont pu mener, des actions que vous avez pu encourager et qui ont été menées à terme et qui ont mené un véritable changement. Mais juste avant, question vite, très rapide. Oxfam, il y a un synonyme, il y a un acronyme, c'est un acronyme, il y a une signification dans le nom? Ouais, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en gros, on a été créé en 42, pendant la Seconde Guerre mondiale, à un moment où, je sais pas si je rentre trop dans le détail historique, mais en gros, l'Angleterre, décide de faire un blocus, contre la Grèce, pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc la Grèce, occupée par l'Allemagne, enfin occupée, enfin voilà, et en gros ce Voilà, on sait. blocus, T'inquiète pas, y a pas besoin d'expliquer niveau plus contexte, mais tu peux. Si jamais tu as besoin de dire que c'était occupé, pas besoin de dire plus, ça risque de mal passer après. Je préfère prévenir quand même. ça marche. Ça marche. Non, mais voilà, donc en gros, un blocus pour inciter la population sur place à se rebeller sur leur pouvoir. En fait, des étudiants d'Oxford ont trouvé ça scandaleux comme stratégie britannique, en fait, d'affamer des populations qui n'avaient rien demandé. C'était, enfin voilà, ces étudiants et ces professeurs d'Oxford ont trouvé ça scandaleux et donc ont créé une association pour apporter de l'aide sur place et dénoncer ça aussi au niveau du grand public en Grande-Bretagne. Et donc Oxfam, c'est la contraction d'Oxford Against Famine. Donc en gros, Oxford contre la famine et ça a donné Oxfam. Ah, d'accord. Ok, d'accord, oui, effectivement, je vois maintenant, je vois maintenant l'origine, je vois maintenant l'origine dans le sigle. C'est malin, c'est malin. Ça, effectivement, ça parle assez facilement à force d'avoir ce genre de signification directement dans le nom, pour savoir exactement ce que vous combattez. Ouais, c'est clair. Merci beaucoup pour cette réponse-là. Pour revenir à ces questions de projets que l'Oxfam a pu suivre, déjà, est-ce que tu as pu suivre au cours déjà de tes 5 ans un projet qui s'est terminé et qui a montré une différence ou... Oui, oui, je sais pas, je peux peut-être en citer deux. Vas-y, vas-y, hein. Un très concret et un pas du tout concret. Le pas du tout concret, c'est ce que je disais sur quand on a essayé de faire de l'influence sur la France pour qu'elle augmente son budget de solidarité internationale. C'est un truc que la France a fait, où ça fait quelques années maintenant que le budget pour la solidarité internationale augmente. Et donc c'est une très bonne nouvelle. Ça, c'est quelque chose de concret où on a commencé sur de la mobilisation de quelques députés et petit à petit, c'est un sujet qui est monté dans l'agenda en France, où la France, elle a organisé par exemple il y a pas si longtemps, au mois de juin, elle a organisé un sommet international pour parler de ça.
donc c'est plutôt cool. Ça veut dire que c'est vraiment sur l'agenda aujourd'hui, en France, les sujets de solidarité internationale. Je dis pas que c'est parfait en France, hein, pas du tout, au contraire. Mais voilà, c'est un truc qui évolue bien. Et l'autre chose qui est beaucoup plus concrète, c'est que moi, les pays que je connais le mieux et avec qui je travaille le plus, c'est les pays d'Afrique de l'Ouest, c'est les pays du Sahel. Et en particulier, je connais très bien le Burkina Faso. J'y suis allé plusieurs fois, je travaille beaucoup avec l'équipe sur place, sur plein de sujets et tout. Et un des projets que j'ai vu vraiment de mes yeux, pour le coup, du début à la fin, c'est un projet qui est hyper simple sur le papier, mais qui est très réfléchi. Tous les projets qui vont être menés par Oxfam, en fait, on va réfléchir à l'impact que va avoir le projet, l'impact positif, évidemment, on fait ça pour que ce soit positif, mais paradoxalement, ça peut avoir des impacts négatifs, des fois, les projets qu'on peut mener, pour plein de raisons Mhm. différentes, mais par exemple, ce projet, il est assez cool pour ça. C'est un projet dans la ville de Kaya. Et en fait, la ville de Kaya, c'est grosso modo au centre du Burkina Faso, au centre du pays, donc en Afrique de l'Ouest. Et au Burkina Faso, en fait, il y a énormément de populations qui ont quitté le nord du pays parce que il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup d'insécurité. Vu qu'il y a beaucoup d'insécurité, il y a de moins en moins de services essentiels type hôpitaux, écoles, etc. Il y a la sécheresse, la désertification, donc il y a moins de nourriture. Donc énormément de gens se déplacent à l'intérieur du pays. Il y a plus de 2 millions de personnes qui sont déplacées internes, comme on dit, donc qui migrent à l'intérieur même du pays. Et tout ça pour dire que cette ville de Kaya, qui est la quatrième ville du pays, si je dis pas de bêtises, elle accueille énormément de personnes déplacées, donc qui n'ont pas de logement, qui n'ont pas, enfin, qui ont plus rien, quoi, qui ont tout perdu. Potentiellement, il y a des membres de leur famille qui sont morts, etc., etc. Et cette ville de Kaya, en fait, la population de la ville, elle a doublé en 10 ans avec toutes ces personnes qui se sont déplacées. Et ce qui est assez ouf, surtout pour nous en France, où culturellement, c'est quelque chose qu'on n'a pas. Enfin voilà, c'est quelque chose qu'on n'a plus trop en tête, qu'on a du mal à imaginer. Mais en fait, ces personnes qui se déplacent, elles sont pas accueillies dans des camps, dans des campements, etc. Elles sont accueillies directement par des familles hôtes sur place, euh, qui ont rien demandé. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de lien de parenté, il n'y a pas. Juste, ils ont une autre conception de. Voilà, ils accueillent directement dans leur logement. Donc sur le D'accord. papier, c'est plutôt bon, c'est plutôt positif et tout. Mais en fait, Mais paradoxalement, ce ah qui fait oui, que c'est plus dur, paradoxalement, j'imagine. C'est plus dur pour les familles qui accueillent justement des personnes réfugiées, réfugiées du même pays. Ouais, c'est ça. C'est que en fait, au bout d'un moment, les ressources qui étaient suffisantes sur place, bah, vu que la population double par deux, donc c'est très bien, c'est positif, les personnes déplacées sont accueillies. Impact négatif, bah, en fait, les populations qui sont sur place ont plus assez de ressources pour vivre, et les personnes accueillies non plus, de fait. Enfin voilà, il n'y a plus assez de ressources pour tout le monde. Et typiquement, là-bas, en fait, on a construit un point d'eau dans un des quartiers de Kaya, donc une pompe solaire qui permet de ramener de l'eau pour tout un quartier. Donc c'est pas du tout, faut pas avoir l'image du petit puits, hein, c'est vraiment une bonne infrastructure, hein, une sorte de château d'eau. Enfin, ça permet de donner de l'eau potable à tout ce quartier. Mais en fait, on n'est pas parti, on s'est dit, en faire qu'une seule, ça va pas suffire parce qu'on voyait qu'il y avait des tensions qui étaient en train de naître entre les populations qui étaient sur place et les populations accueillies, parce que justement, les ressources étaient sous tension, etc. Et un seul point d'eau, ça suffisait pas. Et donc, on a volontairement construit deux points d'eau identiques au même endroit, mais ce qui fait que ça permet voilà, un accès suffisant pour tout le monde. Les personnes qui sont d'origine versus les personnes qui sont accueillies. Et ça, ce projet, quand je dis que je l'ai vu du début à la fin, c'est un projet qui, entre autres, a été financé en partie par l'État français. Parce que quand je parle du budget de solidarité internationale de la France, en fait, ça permet à l'État de, de, euh,
de financer quelques projets d'ONG ou de financer des projets directement réalisés par la France sur place. Et là, en l'occurrence, l'État français a donné la moitié du budget nécessaire à Oxfam au Burkina Faso pour faire ce projet de double pompe solaire. D'accord. Et voilà. Et ça, je l'ai vu du dépôt de la demande de financement jusqu'à la réalisation du projet, etc., etc. D'accord, d'accord. Bah, écoute, c'est très intéressant de savoir un petit peu plus les projets que tu as vus et qui sont déjà terminés. Que à l'heure actuelle, on a l'impression qu'il y a beaucoup de projets de lancés, mais dont on ne verra pas forcément les résultats au moment. Que avoir déjà Ouais. des retours, savoir qu'il y a des choses qui fonctionnent même assez bien, c'est nickel. Et bah, maintenant, on va parler du présent et de l'avenir. Est-ce qu'il y a des projets sur lesquels tu travailles actuellement ou en cours, ou des projets que vous préparez avec Oxfam France qui sont prévus, que vous des projets qui attendent un petit peu fort avant d'être lancés, qu'il y a d'autres projets qui... Ouais, ben, là-dessus, pareil, je vais aller dans le très concret. Un truc qui est vraiment super, qui est fait chez Oxfam et ça, typiquement, je l'ai découvert en travaillant chez Oxfam parce que c'est quelque chose qu'on connaît pas forcément. Heu, Quand on est sur le terrain, on n'est pas juste Oxfam, qui se pointe avec le logo Oxfam, qui construit sa pompe solaire, se casse et basta. On travaille toujours, quasiment toujours, parce que des fois, il y a des contextes, de guerre et cetera qui complexifient, mais on travaille toujours avec des partenaires locaux, des gens qui sont sur place. Ça peut être des associations, locales, des collectivités, locales, donc la mairie de telle ville, et cetera. Ça peut même être un chef de village, ça peut être, une coopération agricole, et cetera. Donc on travaille toujours avec des partenaires locaux parce que c'est simple, en fait, c'est ces partenaires locaux, c'est eux qui connaissent le mieux le terrain, qui connaissent le mieux, voilà, le contexte, les besoins, comment y répondre, et cetera, et cetera. Donc nous, on apporte notre expertise, évidemment, on apporte des moyens et tout, mais on va toujours concevoir les projets avec ces partenaires locaux, aussi pour s'assurer qu'en fait et et c'est un truc que des fois on voit, pour s'assurer juste que, bah, typiquement, on n'apporte pas juste la nourriture, on se casse et que 6 mois plus tard, en fait, on a un coup de fil en disant: «Bah, en fait, ça suffit pas, on a besoin de plus, il faut refaire exactement la même chose», ou alors, bah, typiquement, je parlais des pompes solaires, en fait, ça nécessite de l'entretien et cetera et ça n'a pas de sens que ce soit, Oxfam, ad vitam aeternam qui entretiennent les mêmes pompes solaires, quoi. Il faut que ce soit, les partenaires locaux, il faut que ce soit, enfin voilà, faut que ce soit, l'expertise soit partagée et que tout le monde puisse s'en sortir. Donc ça, c'est la première chose, on travaille vachement avec des partenaires locaux et ce qui fait qu'on a toujours plein de projets en cours partout, de tout type. Là, je parlais de l'accès à l'eau, ça peut être l'accès à la nourriture et cetera et cetera et on a aussi des projets de long terme. Et quand je dis de long terme, c'est vraiment sur des années et des années et des années où en fait l'impact positif, on le voit très vite, mais pour le coup l'impact positif, il faut qu'on arrive à le prolonger, que, petit à petit l'impact positif qui a touché 10 personnes, il en touche 20, puis 40, puis 80, puis 160 et cetera. Et typiquement un des projets que je préfère, c'est encore au Burkina Faso, c'est encore dans la même ville de Kaya. J'ai d'autres exemples, hein, si jamais, mais là c'est ce qui me vient à Vas-y, l'esprit. vas-y, hein, C'est t'inquiète pas. un c'est un c'est un projet, qui est super cool. En fait, c'est, Heu, comme partout, dans les pays, en développement où il y a des crises et cetera, très souvent, les personnes qui sont le plus victimes de la crise, ou tout du moins qui vont avoir l'impact le plus dur et le plus grave, c'est les femmes. Il y a des vraies inégalités femmes-hommes qui s'expriment et en fait, heu, un des gros problèmes typiquement dans une crise alimentaire comme ça, c'est que les femmes, pour diverses raisons, mais par exemple, vont moins se nourrir pour, préserver leurs enfants. Elles vont sacrifier leur part pour leur enfant. Là où le mari en tant que, chef de famille, et que,
comment dire, il contrôle les ressources de la famille, donc ça l'impacte moins. La femme, elle va aller sur les terres, mais sauf que ces terres, ça ne lui appartient pas. Donc les ressources qui vont venir de ces terres, c'est pas elle qui va les gérer, donc elle va pas avoir de ressources suffisantes pour voilà, avoir de quoi faire les repas pour toute la famille, etc., etc. Donc tout ça pour dire qu'en fait, on a un programme qui est très cool dans cette ville de Kaya et qu'on fait dans plein d'autres endroits, mais je cite cet exemple précis. C'est qu'on va accueillir des femmes, que ce soit des femmes déplacées ou des femmes qui habitaient d'ores et déjà ici, et elles vont avoir accès en fait à un centre de formation agricole où on va leur mettre à disposition des terrains, et ce qu'elles vont tirer de ces terrains, ça leur appartient. Heu et au-delà de ça, en fait, on va leur apprendre les bonnes techniques pour mieux cultiver, avoir plus de rendement, et cetera, et cetera. Et donc on va leur apprendre, par exemple, des techniques, d'irrigation, plus performantes, qui vont leur permettre de faire face au changement climatique. Parce que c'est un enjeu, en fait, dans ces pays, le changement climatique est tellement fort que, la façon dont ils cultivaient il y a 20, 30 ans, bah, elle fonctionne plus ou elle fonctionne beaucoup moins. Donc on va réfléchir, à tel ou tel système pour avoir plus de rendement, et cetera, et cetera. Et un truc important à avoir en tête, c'est qu'en fait, souvent, on a un peu l'image, à l'ancienne de, bah, en fait, ils mangent ce qu'ils cultivent. Bah, en fait, en partie évidemment, mais c'est comme nous, hein, en fait, hein. C'est comme nous en France, Il les y a une agriculteurs partie en qui est France, et cetera, revendue, bah, il faut bien se faire un petit ouais, peu c'est d'argent. ça. Et Ouais, l'objectif, bah oui, parce que il faut aussi pouvoir payer, par exemple, les médicaments, je dis n'importe quoi, mais la casserole pour faire le repas. Donc il y a besoin aussi d'avoir des revenus. Et donc, dans cette formation qu'on va donner, donc c'est encore une fois avec un partenaire local, on fait aussi une formation un peu plus, j'allais dire business, dans le sens pour savoir comment mieux vendre au marché, au bon prix, etc., etc. Comment gérer un budget, parce qu'en vrai, c'est con, mais c'est des choses qui s'apprennent aussi. mmh, Et donc voilà. d'accord. Et ça, c'est un projet très long terme que on fait déjà et qu'on a envie de développer plus dans plus de pays, etc., etc. Et je tiens juste à remercier un cher donateur pour ses 100 € de donnés. Merci beaucoup. Incroyable. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Brother, pour ton don. Ça sera très bien utilisé. Merci beaucoup. Donc oui, effectivement, comme tu l'expliquais, c'est vraiment bien, enfin, travailler de manière complète sur cet ensemble qui, en même temps, permet d'avoir, de voir que c'est un peu le même fonctionnement ici et ailleurs, que bah, il y a bien le même mode de vie, c'est juste les ressources qui sont différentes et pas forcément le même accès à certains éléments, à certains, une certaine denrée rare ou certaines denrées qui nous paraissent évidentes ici et qui pourtant le sont pas forcément. Et du Mmh, coup, tout à fait. dans ton ressenti sur les actions que tu as pu mener sur les terrains, qu'est-ce qui à chaque fois te frappe le plus souvent? Tu veux dire dans quel sens? Euh, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui te fait dire à chaque fois, c'est pour ces raisons-là que je reste que Ouais. je travaille pour Oxfam. Bah, il y a un peu les 2 trucs sur lesquels j'ai appuyé et vraiment c'est sincère, hein, c'est pas pour faire, juste la promo d'Oxfam pour avoir plus de dons. C'est sincère, c'est un vrai truc. Encore une fois, j'ai travaillé dans d'autres ONG, et tout. Il y a i C'est vraiment cool le côté, en fait, on travaille avec des gens sur le terrain, mais qui connaissent vraiment le terrain, qui sont pas des expatriés, qui sont pas, donc voilà, qui ont les besoins, qui ont l'expertise, et cetera. Ça, c'est vraiment très cool. Je trouve ça hyper intéressant comme approche parce qu'elle ça va de pair avec le côté de, bah, en fait, ce qu'on fait, l'objectif, c'est que ce soit durable et qu'on voilà, qu'on revienne pas dans, il y a un peu des fois, il y a un truc qui revient et des fois dans les critiques qui sont faites aux ONG, c'est en mode: «En vrai, vous voulez pas que les gens sortent de la pauvreté parce que, c'est votre business». En vrai,
En fait, moi je trouve ça absurde de dire ça parce que, à la rigueur, même si c'était vrai, bah, en fait, je veux dire, i il y a des crises partout, il y aura des crises toujours. En vrai, faut être franc, hein, maintenant on le voit avec les événements météorologiques, mais ça n'a aucun sens de, vouloir entretenir et vouloir faire rester des gens dans la pauvreté. Ça n'a aucun sens. Donc vraiment l'approche sur le fait qu'on réfléchit vraiment sur le long terme et pas juste on intervient sur une crise et au pire on revient dans 6 mois, dans 1 an et tout, ça je trouve ça vraiment cool Bah, et c'est surtout absurde en vrai. Parce que si au final les crises sont ouais, gérées et que les lieux peuvent se débrouiller de par eux-mêmes pour les années suivantes sans aucun problème, ça fait que du coup d'autres crises pourront être gérées pour être terminées et ainsi de suite jusqu'à ce que à la fin toutes les crises soient gérées et qu'il n'y ait plus besoin des argents et que ça parte sur autre chose. Et en vrai c'est une ouais. réflexion que même moi j'arrive pas à comprendre. Ouais, ouais, mais c'est un truc qui revient vraiment, je saurais pas dire pourquoi ça revient, mais c'est un truc qui revient. Enfin bref. Non, mais voilà, mais tout ça pour dire que ça, je trouve ça très cool chez Oxfam d'avoir cette approche et instantanée et long terme. Ce côté, voilà, on travaille avec des gens, qui sont sur place c'est pas, tu vois, moi, qui me fait, des petits voyages à droite à gauche, pour apporter de la nourriture et qui me casse. Enfin voilà, je trouve que la déjà l'approche elle est plus intéressante et hem non, mais tout dernier truc, ce qui est hyper intéressant, je trouve aussi, c'est l'approche qui est un peu globale sur, en fait, telle décision politique ou je sais pas, je dis n'importe quoi, telle exploitation de ressources, elle va avoir un impact sur, les populations, au plus bas niveau, enfin au plus bas niveau, j'entends en en les personnes les plus isolées. La décision la plus globale va avoir un impact sur la personne, sur un individu X et ça, je trouve ça hyper intéressant d'avoir cette approche qui est pas hyper banale pour le coup dans le milieu, je trouve et je trouve ça assez cool. D'accord, d'accord. Alors la prochaine question que j'aurais, c'est est-ce qu'il y a en plus des causes qu'Oxfam dépend, tu essayes de défendre au quotidien de ton côté? Parce que je suppose que les combats d'Oxfam doivent prendre un certain temps, mais quand on est Mmh. dans ce genre de lutte, très souvent, c'est pas les seules luttes qu'on mène avec les associations auxquelles on appartient. On mène aussi des luttes de son côté. Est-ce qu'il y a des luttes que tu souhaites mener au quotidien? Bah, en gros, en fait, là, c'est le moment où soit je me fais mousser, soit je passe pour un mec horrible en fonction de ce que je réponds. Non, plus sérieusement, en vrai, forcément, pour faire ce travail, c'est que tu es un minimum, engagé et que surtout chez Oxfam, tu vois? Il y a un vrai côté en vrai, on fait ça pour des questions de justice, tu vois? À nos yeux, il y a un enjeu de justice. En fait, c'est pas normal que tu aies des gens qui crèvent de faim, à l'autre bout du monde, quand enfin voilà, il y a vraiment cette dimension-là, donc forcément, tu es hyper engagé. Et ouais, non, mais en effet, moi, je suis je suis engagé sur plein de sujets. Il y a plein d'organisations avec lesquelles on va travailler, qui travaillent sur d'autres enjeux et je me dis: «Ben, c'est hyper intéressant ce qu'ils font». Par exemple, tu vois, les organisations qui, cherchent à tous les défenseurs des droits humains, par exemple, c'est quelque chose sur lequel nous on travaille moins, mais ce côté, par exemple, organisations qui luttent pour, l'égalité femmes-hommes dans des pays où, bah, en fait, il y a pas du tout d'égalité, où, les femmes vont pas avoir de droits et cetera. Ça, je trouve ça hyper impressionnant et en effet, c'est quelque chose qui me touche, où je me dis, «J'ai envie de me mobiliser plus». Mais dans le même temps, il faut aussi être très franc et c'est mon a tout le monde serait pas d'accord avec c'est très personnel ce que je veux dire. Mais, en vrai, ça au quotidien, c'est pas forcément simple quand même. Parce que tu es confronté à des sujets qui peuvent être très durs, enfin voilà, c'est des fois, nerveusement, ça peut être compliqué, ça peut être, très déprimant et cetera et cetera. Et donc je pense qu'il faut
faut pas non plus tomber dans l'excès et encore une fois, c'est personnel, mais moi, je sais que, voilà, des fois, il faut que je déconnecte un peu, voilà. Par exemple, en ce moment, on a une actualité qui est tellement chargée, sur plein de sujets différents. Je sais que, ben, quand, en gros, le soir, j'arrête de bosser, j'ai besoin de déconnecter et soit de me mater une série, d'aller sur Twitch, YouTube et tout, mais voilà, pour un peu décrocher parce que sinon, c'est too much, quoi. Oui. Donc voilà, c'est un peu un entre-deux, désolé. C'est pas une vraie bonne réponse, mais Non, voilà, mais dire que moi, il y a pas, c'est mon avis. il y a pas de souci. Alors, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Le palier des 4 000 € de dons cumulés a été atteint. Trop cool, Donc, c'est donc, génial. ouais, bah, évidemment, c'était une étape qui était, je pense, très importante autant pour les participants à VS, Virtual Solidaire, que les autres personnes. Donc, si tu veux aller féliciter un petit peu avec moi les autres personnes juste après l'interview, on fait encore deux trois questions et après on fera un tout petit tour. Comme ça permet aussi de Ça voir un petit marche. peu où ils en sont eux de leur côté et surtout à quel point ils sont stressés de tout ça, tout ça. Trop bien, trop bien. Félicitations, hein, c'est ouf quand même ce que vous faites là. Ah, ben, je pense qu'on est pas mal, on est plein à être ravis de l'événement et de comment ça s'est porté. Et puis du soutien aussi amené de tous côtés, hein, bien évidemment. Et en parlant de soutien, tu disais que je vais essayer de rebondir sur ce que je dis pour essayer de donner un certain ordre qui est peut-être pas forcément cohérent cette interview. Mais en travaillant avec, comme tu le précisais, tu as travaillé avec d'autres associations en collaboration, c'est ce que je voulais dire. Est-ce qu'il y a des associations avec lesquelles vous souhaiteriez collaborer sur des projets qui vous semblent pas intéressants à mener? Ouais, ouais, il y en a. En fait, il y en a plein. Et encore une fois, en fait, ce qui est compliqué, enfin, ce qui est pas compliqué, c'est plutôt une très bonne chose chez Oxfam. Donc, encore une fois, les gens, en France, c'est moins le cas parce on est moins connu que dans d'autres pays. Mais par exemple, en Angleterre, enfin, Oxfam, tout le monde connaît. C'est vraiment, c'est énorme, quoi. C'est équivalent c'est un peu comme nous, la Croix-Rouge française, quoi. C'est vraiment connu, Oui. tout le monde connaît. Mais tout ça pour dire que beaucoup de gens ont une image d'énormes organisations un peu impersonnelle, enfin vraiment la grosse machine, un peu la multinationale des ONG. Alors qu'en vrai, c'est pas le cas, vu on est présent dans plein de pays et que dans tous ces pays, on a des partenaires et que ces partenaires ont des partenaires au niveau de telle ville, de tel village et tout. En fait, on a toujours plein de partenaires où, quand on va discuter, encore une fois, moi je connais surtout l'Afrique de l'Ouest, mais quand je parle avec mes collègues au Sénégal, au Tchad et tout, qui te racontent qu'en fait ils sont allés, dans un petit village, où, tu as une association, qui en fait a, forcé, enfin a incité les candidats à, l'élection pour devenir député de la circonscription de ce petit village. Ils ont forcé ces candidats parce que souvent ils se déclarent candidats, mais ils restent dans la capitale et en fait ils connaissent pas du tout le terrain, enfin ils connaissent pas du tout l'endroit dont ils sont députés, quoi. C'est un peu corrompu et tout. Et donc ils Ouais. incitent les candidats à aller dans ce village et à faire un débat au milieu du village devant les villageois pour que ensuite ces gens puissent voter en âme et conscience. Faut bien voir que les élections, c'est pas nos élections présidentielles avec le débat de deux tours que tout le monde regarde ou peut regarder à minima. C'est pas la même chose. Et donc typiquement, voilà, ils vont te citer X ou Y partenaire. Tu te dis, mais c'est génial. Si on pouvait l'aider, enfin, ce serait trop bien. Mais le problème, c'est que tu te fais cette réflexion 3, 4, 5, 6 fois par jour et au bout d'un moment, c'est pas possible, quoi. Mais ouais, ouais, non, il y a plein de. En vrai, c'est ça qui est assez ouf aujourd'hui et c'est trop cool. Et en vrai, c'est con, hein, mais des médias comme Twitch, ça participe à ça. C'est qu'en vrai,
tu as plein de petites initiatives partout et si on veut un peu de positif, dans ce monde, en vrai, tu voilà, c'est il y a plein d'initiatives qui sont trop cool, qui sont à des niveaux parfois, très, très, très réduits, quoi. Un village, une école, et tout et donc ça, je trouve ça vraiment trop bien et après, des collaborations peut-être avec, d'autres organisations plus grosses, plus grandes, plus importantes. En vrai, dans des grosses, grosses crises humanitaires comme, par exemple là au Sahel et dans la Corne de l'Afrique sur les crises alimentaires, en particulier en Afrique de l'Est, en Somalie et tout, la crise est tellement grave, il y a beaucoup d'ONG qui travaillent et donc forcément on travaille en collaboration avec les autres ONG présentes sur place. Parce que, D'accord. truc tout bête, mais ça sert à rien qu'en fait, 3-4 ONG Fasse la même apportent chose. exactement la même chose. Ouais, Ouais, ça a pas de sens et en fait, donc on va travailler avec les autres ONG dans tel ou tel contexte pour, se mettre d'accord, ou dire: «Bah, voilà, nous, on a une expertise plutôt sur ça, vous plutôt sur ça» et tout et typiquement en Somalie, on travaille énormément pareil, ça c'est pas très connu en France, mais c'est assez connu à l'international. On travaille beaucoup avec CARE, 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 qui est une organisation ah oui, qui est je pareil, vois. une ça te dit un truc? Qui est une Oui, organisation ouais, humanitaire, mais vas-y, qui est vas-y, vraiment sur, t'inquiète. sur l'impact sur les femmes, en gros s'assurer enfin voilà, d'avoir une réponse, adaptée vis-à-vis des femmes et cetera et cetera et donc en Somalie, on travaille vachement avec CARE et donc voilà, on fait des projets communs, mais chacun apporte sa pierre à l'édifice et nous, un truc on a une vraie, vraie spécificité sur le terrain qui est pas partagée par d'autres ONG. Ça s'explique historiquement, je saurais pas expliquer pourquoi, mais on a une vraie spécialité sur les questions, dans le milieu, on appelle ça la WASH. En gros, c'est tout ce qui touche à l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Donc en gros, s'assurer de l'accès à l'eau, s'assurer de niveaux d'hygiène satisfaisants pour pas avoir de problèmes sanitaires, hem, s'assurer à ce que, les systèmes d'assainissement soient, efficients et donc qu'il n'y ait pas de problème d'hygiène et sanitaire, heu, voilà, accès à l'eau, canalisation, égouts, enfin ce genre de trucs, qui peuvent être des projets de grande ampleur. Ça, c'est une vraie spécificité d'Oxfam. C'est un truc on est littéralement un peu les seuls au monde à pouvoir faire ça et donc voilà, donc par exemple en Somalie, quand on va bosser avec CARE, ben, on va s'assurer que chacun, apporte sa pierre à l'édifice. Nous, on va faire un focus spécifique sur l'eau, quand eux, ils vont faire un focus spécifique sur, le soutien alimentaire à des mères, qui doivent gérer une famille seule, enfin et cetera et cetera. Ok, d'accord, je vois. Donc effectivement, ça paraît plus cohérent sur le coup de se dire que effectivement, quand plusieurs associations se trouvent sur le terrain ensemble, elles vont faire en sorte de travailler de concert pour éviter de justement payer bah, les mêmes infrastructures ou éviter de faire des étapes juste qui seraient superflues. Donc c'est vrai qu'à ce Ouais, niveau-là, c'est déjà quelque chose de qu'on se dit pas forcément, hein. C'est vrai que pour le coup, je me suis jamais vraiment dit. C'est marrant, il y a plein d'associations qui travaillent dans les mêmes coins que ce soit Afrique ou autre. Donc en mmh. vrai, c'est vrai que dit comme ça, c'est déjà une bonne chose à savoir. Alors, une personne dans le chat qui dit: perso en Belgique, j'ai connu via les déjeuners Oxfam qui sont organisés dans plein d'écoles belges. Je savais pas que ça s'organisait Ouais, ouais. aussi. Ouais, ouais, Oxfam, en fait, c'est hyper connu. Un des trucs, qu'on fait et par contre en France, pour le coup, c'est quelque chose où en fait, Oxfam France, c'est plutôt un petit Oxfam, Ah ouais? par rapport à d'autres pays. Dans d'autres pays, c'est ouais, ouais, dans d'autres pays, c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus connu et tout et on fait vachement comment on appelle ça? De commerce équitable, où Hmm. par exemple, X ou Y, agriculteurs qu'on aide dans tel pays ou, entrepreneuses, dans tel pays, bah, en fait, on va aussi acheter une partie de leur production pour les revendre, à des niveaux, financiers satisfaisants pour eux, et cetera et cetera.
dans des boutiques Oxfam. Donc c'est un truc qui n'existe pas en France. En France, on fait juste de la seconde main pour des enjeux environnementaux, etc. Et en vrai, on a que 4 boutiques en France, donc c'est pas énorme. Mais par exemple, en Angleterre, en Belgique, en Espagne, il y a des boutiques Oxfam dans toutes les grandes villes, quoi. Et voire plusieurs. Je crois en Angleterre, on a 1000 boutiques, par exemple. C'est vraiment des gros trucs. Et ça Angleterre. permet, nous, en partie. Ouais. Non, vas-y, termine ta phrase. Je parlerai juste après, mais oui, effectivement, c'est impressionnant de se dire que Oxfam France est moins est plus petit que tous ses congénères dans les autres pays. Ça m'étonne un petit peu. Mais c'est un peu historique encore une fois, en Angleterre, ça existe donc depuis 1942. Et donc voilà, ça s'est développé, c'est devenu super connu. Ces magasins qui font à la fois de la seconde main, mais aussi du commerce équitable, et ben ça permet de financer en partie nos actions aussi sur le terrain. Donc ça a aussi ce rôle-là. Par exemple, en France, en fait, on est relativement jeune. On a à peine plus de 30 ans, ce qui est pas tant que ça. Et ce qui est, entre guillemets, drôle, c'est que quand je parle avec mes collègues au Sénégal, au Burkina Faso, en fait, Oxfam existe dans ces pays depuis plus de 50 ans. Et nous, on a un peu les genoux, etc., etc. Donc ça joue aussi sur notre taille, sur notre dimension. Aussi parce que en France, forcément, on n'a pas de programme humanitaire en France. On Mhm. fait de l'influence, on fait de la campagne, de la collecte, mais on n'a pas de programme humanitaire. Donc, ce qui explique aussi qu'on ait moins de salariés, qu'on soit plus petit. Et puis dans ces quelques pays que je mentionnais, que sont l'Angleterre, l'Espagne, la Belgique, c'est implanté depuis beaucoup plus longtemps. Euh, Puis voilà, c'est un peu des évolutions différentes. Et voilà. Ouais, je vois un petit peu mieux l'explication de différence à ce niveau-là, mais c'est vrai que se dire que il y a beaucoup plus de différences sur les Oxfam en fonction du lieu, ça c'est toujours quand même un petit peu étonnant de se dire ça, alors que les actions au final sont les mêmes. En vrai, Ouais, c'est pour ça. Alors, ouais. la, si tu veux rajouter quelque chose dessus, hein, n'hésite pas, Non, non, t'inquiète, je pense que j'ai à peu près fait le tour. ça marche. Alors, euh, on va parler d'une actualité qui est passée récemment et j'aimerais avoir un tout petit point de vue là-dessus de ta part. Est-ce que tu as entendu parler de cette actualité de l'américain euh, Beast qui a fait construire Ouais, plus de 100 puits, quelque chose comme ça? Je sais que le chiffre était ouais, je impressionnant, crois que mais c'est. c'est une centaine de Ouais, puits, c'est ça. de puits, voire plus. Qu'est-ce que... ah, déjà, qu'est-ce que tu en penses de cette action en tant que telle? Est-ce qu'elle aurait pu être menée avec les fonds d'une association? Ou même, euh, est-ce que quelle est ta vision un petit peu sur cette action? Je suis assez curieux parce que En fait, ça reste une action isolée, donc à voir est-ce que c'était vraiment... je tiens à voir tous les avis là-dessus. en fait là-dessus, il y a plusieurs trucs. En vrai, je pense que ça pourrait faire une interview à part entière, tu sais, un débat à part entière là-dessus. Parce il y a plein d'enjeux différents, il y a plein de. Enfin voilà, la célébrité, est-ce que c'est un levier d'action? Enfin bref. Bon, déjà, premier truc, j'en ai entendu parler et je me suis mis un peu. En fait, j'ai pas encore vu la vidéo, mais j'ai prévu de la regarder. Donc j'ai pas beaucoup de détails, je sais pas avec qui il a collaboré, s'il a collaboré avec des gens et tout. Donc j'ai pas vraiment là-dessus, j'ai pas un point de Ouais. vue très clair. Tu vois, typiquement, si ça se trouve, il a collaboré avec telle ou telle organisation. Et donc là, je me dis, bah ok, c'est intéressant. Il a bossé avec des gens qui savent ce qu'ils font.
où ils doivent le faire, etc., etc. Sur le papier, évidemment que, enfin, si MrBeast a envie de faire un peu de, enfin voilà, s'il a envie de faire Des dons, des oui. choses positives qui peuvent venir en aide, enfin, tant mieux, c'est bien. Euh, et c'est pour ça, il faut que je vois la vidéo parce qu'il y a plusieurs choses. C'est un peu ce qu'on disait tout au début. Euh, c'est pas la première fois que ça arrive en vrai. Je pense que ça existe depuis des siècles. Ouais, Oui, le côté, je pense, hein. le- la, ouais, la personne qui a plus de moyens ou plus de notoriété, qui donc parce qu'en vrai là, il met en avant aussi sa bonne action. Là-dessus, je vais pas me prononcer, chacun son avis. Je pense qu'il y a des gens qui doivent se dire, mais en vrai, très bien qu'il le fasse, mais il n'est pas obligé d'en faire une vidéo. Moi, là-dessus, je n'ai pas vraiment d'avis. C'est un créateur de contenu. Je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, tout ça pour dire, j'espère juste qu'il l'a bien fait, quoi. Dans le Ouais, sens où, un peu ce que je disais tout à l'heure, en fait, construire un puits, c'est génial, c'est très bien, ça apporte de l'eau. Mais déjà, il faut que ce soit réfléchi, il faut que ce soit une technologie réfléchie, parce que, en fait, si c'est creusé jusqu'à ce qu'on trouve de l'eau et qu'on dise, ben voilà, il y a un puits, au bout d'un moment, ça risque d'être asséché. Là où un pompage solaire, en fait, ça va continuer ça va être entretenu et normalement, sauf évidemment si la détérioration du climat continue, ça s'assèche toujours plus, bah, au bout d'un moment, peut-être que la pompe, elle va plus suffire, etc. Mais voilà, il y a plusieurs trucs où il faut s'assurer que ce soit bien fait. Un cas un peu très pratique qu'on découvre quand on travaille dans le milieu, par exemple, les puits, souvent, on va les construire là où l'eau est le plus accessible à proximité du village. Sur papier, on se dit, ben, logique de creuser le puits là où il y a le plus d'eau, là où c'est plus accessible, tant mieux. Et en fait, bah, ça peut, ce que je disais tout à l'heure, à chaque fois qu'on fait un projet, il faut aussi qu'on réfléchisse à l'impact négatif. Et par exemple, à un moment, euh, l'ONU, etc., construisait des puits, des points d'eau en dehors des villages parce que c'était plus accessible, c'était à mi-chemin pour tout le monde. Et en fait, le problème, c'est que à mi-chemin pour tout le monde, on parle quand même de quelques kilomètres. Et donc, ouais. souvent, c'est les femmes qui vont chercher de l'eau. Ça, voilà, en Afrique, c'est une tâche qui incombe aux femmes. Donc, elles vont chercher de l'eau et tout. Et en fait, le chemin sur lequel elles vont chercher de l'eau, il faut s'assurer que ce chemin, il soit un minimum sécurisé. Et par exemple, nous, Oxfam, quand on construit un puits en dehors du village, eh ben, on va aussi installer des lampadaires solaires, etc. Et c'est des trucs, on se dit, c'est un peu accessoire. En fait, ça permet que le parcours soit un minimum sécurisé et que donc ces femmes, elles risquent moins d'être agressées, elles risquent moins d'être violées, etc., etc. Donc bref, tout ça pour dire qu'en gros, MrBeast, il faut déjà s'assurer que ça a été bien fait, réfléchi, en collaboration avec des locaux Oui, qui ont pu dire, ben oui, là, ça a du sens. Parce qu'en fait, si c'est pour construire le sixième puits sur 10 mètres carrés, et en gros, lui, il a pris le bon angle de caméra pour montrer son puits à lui, enfin voilà, il y a tout ça qui doit rentrer en compte. Ça, c'est une première chose. Donc, et donc, je vais pas trop me prononcer vu que j'ai pas vu la vidéo. Et la deuxième chose, qui est un truc un peu plus politique pour le coup et un peu plus Oxfam, bah, en fait, je trouve ça très cool enfin, en vrai, je trouve ça très cool hein, qu'ils fassent ça. Ça fait parler du sujet. Je doute pas que ça a un impact positif quand même. Si ça se trouve, il y a plein de gens qui ont vu la vidéo et ça leur a donné envie de faire la même chose. Ça leur a peut-être donné envie de bosser en ONG. Donc, en vrai, je trouve ça cool. Mais MrBeast est quelqu'un qui fait du contenu où il balance quand même pas mal d'argent par les fenêtres, on va pas se mentir. Et de temps en temps, son argent, il pourrait peut-être servir à autre chose et typiquement à être un peu mieux redistribué aussi au niveau international pour que ces pays, en fait, aient pas forcément besoin d'un MrBeast avec ses caméras pour construire des puits. En vrai, hmm, si voilà, si une partie des revenus de MrBeast était de base prélevé et mieux reversé au niveau international, etc., bah, en vrai, ça aurait un impact tout aussi positif in fine, quoi. C'est un peu mon avis. Mais là, c'est un peu plus... je c'est rentre un peu plus dans le plus personnel, politique, ouais. mais... Et c'est plus Ouais, politique, ouais. personnel, parce que c'est vraiment... c'est une vision
Ouais, c'est Ça ça. reste une vision C'est du créateur de contenu qui on peut pas trop séparer de la personne en elle-même parce que bah, c'est ça. c'est compliqué. C'est ça. Et c'est pour ça que l'approche créateur de contenu, je vais pas du tout la juger. Mais typiquement, il y avait eu un truc où je sais pas si ça te dit quelque chose, mais il y avait eu, c'était quoi? C'était la Love Army à l'époque, Ça me dit absolument qui rien. était, c'était Jérôme Jarre qui avait lancé ça, avec plein d'influenceurs de tout type. Ça allait à l'époque, je crois qu'il y avait, enfin, j'ai peur de dire des noms parce que ça change le goût, mais je crois qu'il y avait Seb Lafrite, entre autres, qui avait participé. Il y avait Mister V. Il y avait aussi Omar Sy, DJ Snake, des gens comme ça. Et c'était pour apporter de l'aide au Bangladesh, aux Rohingyas au Bangladesh qui s'étaient déplacés et tout. Et en fait, Jérôme Jarre avait voulu monter un truc de son côté, mobiliser des influenceurs pour collecter des biens, de l'argent, mobiliser des entreprises pour, par exemple, ils avaient mobilisé Turkish Airlines, la compagnie aérienne, pour que Turkish Airlines mette à dispo des avions pour emmener ce qu'ils avaient collecté en France, aux États-Unis, au Bangladesh, etc., etc. Et cetera. Et en fait, Bibout Tabou, la Love Army, en vrai, ils se sont retrouvés sur place à vouloir, entre guillemets, faire leur truc de leur côté et de manière séparée, sans rentrer soit dans une ONG, soit avec les Nations Unies, pour plein de raisons qui sont pas forcément mauvaises, hein. Moi, en vrai, l'initiative de base, je la trouve cool et objectivement, c'est des gens que j'apprécie tous. Mais en fait, in fine, ils s'étaient retrouvés sur place. Et ben après, en fait, c'est un vrai métier, quoi. Faut aussi avoir des professionnels qui sachent Hmm. comment distribuer tel bien, savoir où sont les besoins, de quoi ils ont besoin, etc., etc. Et c'est un truc qu'on a vu aussi après le grand tsunami en 2006. Ça remonte à longtemps maintenant, mais en Thaïlande, etc. Il y avait eu donc cet énorme tsunami. Ça avait fait la une de l'actu pendant, je pense, un mois. Et donc, ce qui fait que tout le monde avait envoyé, euh, je dis n'importe quoi, avait envoyé du matériel pour rénover les maisons, avait envoyé des vêtements, de la nourriture, etc. Et en fait, il y avait eu tellement de dons qui étaient arrivés sur place que, in fine, ben, on savait pas comment les distribuer, quoi. Et il y a plein de matériel qui a été perdu, il y a de la nourriture qui a été perdue parce qu'on l'a fait un peu n'importe comment sur le coup de l'émotion. Et voilà, c'est aussi ça le rôle des ONG, c'est aussi de réfléchir un minimum comment on intervient et pour pas qu'on intervienne n'importe comment. Et c'est un truc qu'on a un peu vu différemment, mais un peu vu avec l'Ukraine, où nous, il y avait Ouais. énormément de gens qui nous écrivaient au moment du début du conflit en Ukraine en disant j'ai envie de donner des couvertures, des vêtements chauds, est-ce que je peux passer par vous pour les donner? Et nous, on répondait que ben, déjà, c'était pas notre métier, on n'avait pas d'expertise sur. Enfin, et sur place, ça nous arrivait en fait de distribuer des vêtements chauds, etc. quand c'était nécessaire. Mais en fait, il y a eu un tel afflux à un moment de générosité, de dons, etc. qu'en fait, il y a des entrepôts dans certains endroits qui sont avec plein de dons, mais en fait, c'était trop. C'était trop et c'était pas ce dont ils avaient besoin sur le moment, etc., etc. Il y a une vraie réflexion à avoir là-dessus. Donc voilà, tout ça pour dire que la vidéo de MrBeast, je suis un peu partagé sur le sujet où voilà, il faut être accompagné par des professionnels. Je dis pas que c'est nous, hein, c'est pas du tout ce que je dis. Je dis pas qu'on est plus intelligent ou quoi, mais parce que ça peut être hors ONG, hein, ça peut être institution internationale, ça peut être des chercheurs qui par exemple, ont cartographié tous les points d'eau de tel pays et donc qui savent que dans telle région du pays il manque d'eau, etc. Et voilà, moi, j'espère juste que MrBeast il a été bien accompagné. Et après, le créateur de contenu qui fait du contenu là-dessus, j'ai pas d'avis. Ça marche. Et bah, du coup, je pense qu'on va terminer sur la dernière question que j'aurai de mon côté. Si quelqu'un souhaite se lancer en ONG aujourd'hui, qu'est-ce que tu souhaiterais lui dire? Ben, il y a plusieurs trucs. Le premier, c'est que des fois, il y a un vrai truc dans les pays les pays les plus riches de la planète. Il y a aussi un côté où c'est un peu une notion bizarre, mais on parle un peu de volontourisme. Je sais pas si ça te dit un truc, mais en gros, t'as pas mal d'écoles post-bac qui font ça, en fait, des BDE qui vont organiser des voyages dits humanitaires pour aller sur le terrain, pour construire une école, construire un truc, un machin.
Et en fait, ça, en vrai, c'est une approche qui peut être dangereuse, un peu comme MrBeast, en fait, parce que, en fait, des fois, c'est pas très bien encadré, ou bah, en fait, tu construis une école à tel endroit, mais il y a pas de professeur. Donc super, en fait, Hmm. tu as construit un bâtiment, mais qui va pas servir, qui va se délabrer, etc., etc. Et cetera. Et donc ça, c'est un premier truc pour dire, voilà, aujourd'hui, travailler en ONG, c'est pas, on a un peu l'imaginaire à l'ancienne ça peut Il faut- arriver, voilà, qu'on ait un peu l'imaginaire à l'ancienne d'arriver sur le terrain un peu en sauveur, etc. Aujourd'hui, c'est pas du tout ça. Il faut pas se mettre ça en tête. Ça fonctionne pas comme ça. Au contraire. C'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que en vrai, ce que je disais, c'est que c'est un vrai métier. Il y a des expertises. Moi, je travaille. Il y a des gens chez Oxfam. Donc moi, j'ai la dimension sciences politiques et programme de développement. Donc savoir comment, entre grosses guillemets, comment développer un pays. Il y a des gens qui vont être agrologues qui vont savoir que compte tenu du climat, des terres, telle zone, il faut favoriser tel type de culture avec telle semence, etc. Il va y avoir des ingénieurs, vu que nous on travaille beaucoup sur l'eau, les canalisations, l'assainissement, il va y avoir des ingénieurs, il va y avoir... Donc voilà, faut avoir en tête que voilà, c'est un métier, enfin c'est un milieu qui couvre plein de métiers différents et c'est vraiment professionnel aujourd'hui, le milieu ONG. Et, euh, et dernier truc, en fait, je peux qu'inciter. Moi, j'adore mon taf, je trouve ça super intéressant. C'est pas toujours facile moralement parce que voilà, tu es confronté à des trucs qui sont pas forcément simples. Mais voilà. Et il faut réfléchir aussi à quelle thématique t'intéresse. Parce que travailler en ONG, ça peut vouloir tout et rien dire, quoi. Tu peux vouloir travailler en ONG, par exemple, qui va travailler sur l'égalité femmes-hommes et travailler sur une ONG qui va travailler sur l'accès à des toilettes propres. Enfin, c'est con, mais nous, on bosse aussi là-dessus. Donc voilà, il faut avoir en tête que tu as plein de thématiques différentes. Il faut être au clair sur les thématiques sur lesquelles tu as envie de bosser. Et il faut être au clair sur le fait qu'en fait, faut que professionnellement, tu fasses des choix qui s'intègrent dans ces organisations, qui auront une utilité, qui auront un rôle, etc., etc. Mais en vrai, aujourd'hui, travailler en ONG, moi, je trouve ça super intéressant et super utile. Ça marche. Eh ben écoute, merci beaucoup pour ces réponses à toutes ces questions amenées durant l'interview. Merci d'avoir partagé ton point de vue. Est-ce que Bah, le merci chat... à toi. Ah bah, je t'en prie. Petite question rapide. Est-ce que le chat, vous avez des questions à poser? Si oui, n'hésitez pas. Sinon, mon cher Winnie, je te propose qu'on aille vite fait sur le serveur virtuel solidaire pour, euh, pour faire un petit coucou à ceux qui sont encore en train de streamer et qui sont peut-être en train d'essayer de motiver les troupes pour atteindre pour faire augmenter les dons. Bah, carrément. Mais là, surtout que en vrai, c'est maintenant, il faut faire des dons, hein, les amis. Hein, vous visez quoi, les 10-15 000 euros avant la fin du week-end, je pense. Non? Alors, on aimerait bien, hein. Si franchement on atteint cette hauteur-là, je pense qu'il y Très en ouf, a. Ce serait déjà incroyable et surtout, ça c'est donnerait clair. des crises cardiaques à peut-être une vingtaine de personnes. C'est Mais oui, clair, je comprends. dans tous Non, mais les c'est cas. déjà dingue, en vrai, là, c'est ouf ce que vous faites, c'est trop cool. Vraiment, c'est con, hein, mais ça joue vraiment. Des fois, on se pose la question quand on fait des dons, est-ce que vraiment c'est utile, ça change les choses et tout. Nous, encore une fois, sur cette crise Corne de l'Afrique Sahel, c'est tellement dur de collecter parce qu'en fait, on n'entend pas parler dans les médias, etc., etc. On a vraiment besoin d'argent et vraiment l'argent va être utile, etc., etc. Et d'ailleurs, peut-être que je pense à ça, mais peut-être qu'un jour, dans quelques mois, il faudra qu'on se reparle et qu'on reparle à ta commu pour aussi bah voilà, dire à quoi ça a servi, etc. Bah, c'est vrai que ce serait bien d'avoir un petit, effectivement, avoir un petit retour, que ce soit avec moi, mais aussi avec les autres personnes de Virtuel Solitaire,
avoir une petite idée de à quoi ont servi les dons et savoir exactement où ça, à quoi ça a mené, c'est vrai que ça peut toujours être très utile et c'est toujours quelque chose qui reste important pour se dire que non, le don n'est pas parti, n'est pas parti dans un quelque chose de complètement qui a disparu ou qui n'était pas utile au final, ce genre de choses quoi. Bah, carrément. Tac tac tac. Et bah, du coup, je t'ai envoyé l'invitation du serveur par message. Je te laisse aller dessus. Yes. Et je te propose Ok, qu'on nickel. qu'on se mette dans rassemblement. Se mettre dans rassemblement. C'est Pas aussi. il faut juste que tu acceptes tu vas Ah, dans règles. Il faut que tu mettes à accepter les règles et ah oui, accéder au c'est ça, serveur. oui, j'avais pas vu. Il y a pas de Exact. souci. Et puis Rassemblement. ouais. C'est le channel des streamers, c'est un channel vocal. Je me mets dessus Ok, c'est bon, et tu là, je te laisse y aller. J'envoie un petit message pour prévenir les ça autres. marche. Ça marche, j'y vais. Merci. Donc ça, c'est fait. J'espère que la surprise va les étonner un petit peu. Tac Après, tac tac. je sais pas si on peut me considérer comme une grosse surprise non plus, quoi. Bah, T'aurais pu avoir un inviter, je sais pas, Taylor Swift, je pense que c'était une autre surprise, tu vois. T'as un autre niveau. c'est un autre niveau de surprise, mais c'est peut-être moins cohérent avec C'est avec clair. l'événement. Tac tac tac. Oh, voilà. Alors, faudra peut-être Bonsoir. éviter. Bonsoir. C'est un truc automatique, Oui, c'est vrai, tu me l'avais expliqué. automatique, je le contrôle pas. Il y a pas beaucoup de personnes qui sautent là sur le salon. Non, mais je pense qu'il y en a pas encore beaucoup qui ont vu le message. Tu veux que je fasse le tour des salons? Vas-y, je veux C'est qui bien. la personne C'est une des personnes de l'Oxfam. Voilà. D'accord. Dans ce cas, je vais faire le tour. Je reviens tout de suite. Salut. Ça Salut. marche. Merci. C'est vrai que Attends, je commence par le plus haut et puis ouais, je descends petit à petit. oui, descend petit à petit. C'est vrai qu'il m'avait prévenu qu'effectivement il ne pouvait pas, il n'arrivait plus à trouver l'option malheureusement pour ça. C'est un peu idiot donc. On a dit qu'il y avait quelqu'un d'intéressant ici. Une certaine personne de l'Oxfam qui avait un message pour tous les participants de VS. Voilà. Ouh. Tant que ça crie pas, je reste. Voilà, non mais il Si ne ça va commence pas à crier. hurler, je vais disparaître. Je sais pas si je suis très intéressant quand même, mais c'est gentil. Salut. faut- Du coup, enchanté. De même. Louis, d'Oxfam, donc. Ok. Si tu as vu que je suis en stream, tu as un petit message à passer, présenter l'Oxfam à la... Bah ouais, bah carrément. Bonjour tout le monde. C'est trop cool d'être là avec vous ce week-end. Vous faites toutes et tous un truc vraiment ouf ce week-end. Et on a vraiment de la chance que vous soyez mobilisés. C'est vraiment trop cool ce que vous faites. Et rapidement, bah ouais, moi je travaille pour Oxfam. Je travaille sur les sujets internationaux et de crise humanitaire. Donc je travaille sur les sujets sur lesquels on est en train de collecter aujourd'hui. Pour faire face à la crise de la faim en Afrique, au Sahel et dans la Corne de l'Afrique. Et voilà. Et c'est vraiment génial ce que vous êtes en train de faire. C'est vraiment utile, sachez-le. Hein, j'en parlais juste avant avec Siro. Et faut avoir en tête que c'est une crise dont on ne parle pas du tout. Et donc, on a très peu de financement disponible. Et donc, ça fait vraiment la différence que vous faites ce week-end. C'est vraiment utile. Nickel. Maintenant, faites des dons. C'est ça. En gros, le message de fond, c'est ça. Voilà, le message de fond c'est faites des dons et le message de façade c'est
l'Oxfam fait des actions dans la Corne de l'Afrique et au Sahel. Donc faites des dons. Merci Selena pour l'exclamation don. Voilà, exactement, de mon côté. Je vais le remettre aussi. Bien sûr, n'hésitez pas. Mais donnez que si vous êtes dans la mesure de pouvoir donner, bien évidemment. Ouais. Bien entendu. Bonsoir. Qui a rejoint? Le Lougon. Ah, c'est le Lougong. Le Lougon qui est en pause actuellement. Ah bah bravo. Ah bah, Oh, hein, j'ai fait 4h30 de live, j'ai droit un peu de repos. Ça fait 3 heures que je suis en train de faire le putain de dessin pour le retour de VS. Ah non, c'est moi, j'ai dû arrêter parce que je devais configurer le Quest 3 que j'ai reçu en live. Ah, let's T'imagines, go. le bordel. Bonsoir. Bonsoir. J'ai ma manette. Ah, Comment Bon. allez-vous? ça va. Ça Je va. procrastine. Ah, t'as plus le droit, hein? Là, pour l'instant, je suis en train de faire le dessin du retour de VS. Ah, ok. Oh là là, elle travaille, la bio. Il travaille, oui. Il y a pas un peu de teriyaki au secours. Moi, on me dérange pendant ma pause, quoi, t'imagines? T'as vu ça? Comment on est Ouais, mal bah, élevé. Oh non, mais vraiment. Ah, t'es Je vu, comprends, voilà. c'est comme ça. J'avoue, je suis désolé du ping sauvage et du fait que j'ai envoyé mes informateurs vous prévenir. Mais je T'inquiète, sors, t'inquiète, je prépare la batte. je sors à peine de l'interview. Bordel de sa mère. C'est Oh, pas purée. moi. C'est pas moi. Ouais, j'ai fait le tour. Merci beaucoup. Mais c'est tombé au bon moment. Ça va mal finir. Ah, Qu'est-ce qui s'est passé? putain, j'ai oublié de désactiver les soundboards pour tout le monde. C'est Yeah. pas moi, bio, je te prends. C'est une erreur de débutant, ça. Mais voilà, Ah. dans tous les cas, On évite les Ah. soundbounds, surtout avec la personne qui est présente. ouais, c'est vrai que ce serait pas trop mal. Donc, Edel, coucou. Le message a été. Bonjour. Sinon, rester en l'heure, ça reste de la mobilité. Exactement. Il Pardon, se je peut. réponds dans mon chat. Il se peut que j'ai fait j'ai promis, enfin j'ai dit pendant l'interview, si on atteint les 4000 durant l'interview, je proposerai à Louini, la personne que j'interviewais qui travaille à Oxfam France, de venir ici pour faire passer un petit message. Et du coup, il est actuellement avec nous dans le vocal. Et Louini, du coup, je te laisse la main. Ben, merci Siro. Non, mais c'était tous pour vous dire un énorme merci. C'est ouf ce que vous faites ce week-end. C'est génial. Et je le disais juste avant, c'est qu'en vrai, aujourd'hui, collecter de l'argent sur ce qui se passe au Sahel et dans la Corne de l'Afrique, c'est super compliqué parce qu'en fait, personne n'en parle. C'est pas du tout dans le radar. Et donc, c'est vraiment ouf ce que vous êtes capable de faire week-end et ça change vraiment les choses. Et j'en parlais avec Siro, on a parlé de plein de projets très concrets, de ce à quoi ça va servir l'argent. Et d'ailleurs, on s'est dit qu'il fallait qu'on se reparle dans quelques semaines, mois pour faire le point. Mais voilà, vous dire merci à toutes et tous, c'est vraiment ouf. On est super heureux que vous ayez choisi Oxfam pour ça, que vous ayez choisi ce sujet. C'est vraiment génial. Toute l'équipe est super contente. Le message est passé dans l'équipe qu'on était sur un week-end de live chez nous. Donc voilà, vous avez pas mal de gens d'Oxfam qui vont passer sur vos chaînes, qui vont venir vous regarder. Mais voilà, un énorme merci. C'est vraiment dingue ce que vous faites. C'est ouf. J'en profite vu qu'il y a plein de chaînes en même temps de dire à tout le monde de continuer de faire des dons. Et là, vous êtes parti pour. C'est pas battre le record, vous l'éclatez en fait le record. Les 8K. Les 8K. Les 8K, les 8K. 69 000 euros. C'est surtout nous Les qui vous 8K, c'est- remercions, de nous avoir donné votre confiance dans Oh bah non, pour non. organiser cet événement. Non, c'est normal. Mais là, les 8K, vous les avez avant minuit, je pense, vu le rythme auquel vous êtes. Oh, Là, Tranquille, on parle à la mafia. Je vais demander à ma mamie où est ma tire-lire cochon pour ça. Moi, legit, si elle est 8K, je suis décédée. Hein. Et il y a Selena dans le chat qui dit les 6K minimum. Oui. Et 6K minimum, ouais. Je vous donnerai un fond. Allô. Hello. Et du coup, voilà. Coucou, Néon. Yes, Coucou, je Néon. vous dérange pas, je suis dans le fond, je vous dérange pas. Non, mais t'inquiète Ok. pas, t'inquiète pas.
De toute façon, merci beaucoup Louini d'avoir accepté de venir sur le serveur du coup. Et Non, mais puis, merci tout le monde. C'était Tu cool. vois les coulisses de l'event, le bordel que c'est. Non, mais trop bien. De toute façon, on est habitués, nous aussi, au bordel des fois. Et c'est très cool de voir l'ambiance et à quel point vous êtes à fond. C'est trop bien. Et ben, moi, je vais vous souhaiter bon courage. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont dormir cette nuit. Et merci de mouiller le maillot, quoi. Merci. merci beaucoup. Merci à vous. Merci Salut bien. tout le monde. Merci. C'est trop cool. Salut. Bon Des courage. bisous, bon courage. Ciao. Bon courage. Et puis, Au on est en revoir. contact, hein. C'était trop Bye bien bye. passé. À toutes. En plus. Aïe aïe aïe. Ouais. On a tous laissé nos guests dans notre channel. J'ai abandonné. Non, me dérange Tant pas que dans je ma vous ai- pause. tant que je vous avocale, Écoutez, Da. tant que je vous avocale, je voulais vous passer un message, moi aussi. Je suis fier de vous, franchement, c'est incroyable aussi. Tout ce que vous avez fait, mobiliser vos communes. Voilà, mais c'est pas fini, on continue. On est à 4000 balles, dans 200 balles. On dépasse le record de l'année dernière. Merci à vous de vous être mobilisés, merci à vous. Merci à vous surtout de répondre à l'appel. Merci à vous d'interagir, que ce soit avec le chat des uns des autres, avec les autres streamers et tout. C'est cool. La soirée. Comment ça interagir avec les autres? Mais... Il y a qui? Il y a d'autres streamers. Ah, Ah là Ah là. bon? Ah bon? bonjour. Bonjour à vous. Le streamer ici. Comment ça va? Bonjour. Bref, Par contre- Enchanté, qui êtes-vous? tout ça pour vous dire que je suis fier de vous et ne changez pas, restez comme vous êtes.